le Babylonien le plus favorisé par la chance. Sharounada, le prince marchand de Babylone, avançait fièrement à la tête de sa caravane. Il aimait les tissus fins et portait des robes coûteuses et saillantes. Il aimait les animaux de race et chevauchait son étalon arabe avec agilité. À le voir, on pouvait difficilement deviner son âge avancé. Les gens n'auraient certainement pas pu soupçonner qu'il était tourmenté intérieurement. Le voyage de Damas était long et les difficultés du désert nombreuses. Il ne s'en inquiétait pas. Les tribus arabes sont farouches et avides de piller les riches caravanes. Mais il ne les craignait pas, car ses nombreuses troupes de gardiens lui assuraient une bonne protection. Il était bouleversé par ce jeune homme, à ses côtés, qu'il ramenait de Damas. Il s'appelait Adan Goula et était le petit-fils de son partenaire d'il y avait quelques années, Arad Goula, à qui il vouait une gratitude infinie. Il voulait aider ce petit-fils, mais plus il y réfléchissait, plus cela lui semblait difficile à cause du jeune homme lui-même. Voyant les bagues et les boucles d'oreilles du jeune homme, il pensa « Il pense que les bijoux conviennent aux hommes, pourtant il a le faciès énergique de son grand-père. » Mais son grand-père ne portait pas de robes aux couleurs si voyantes. Je l'ai invité à m'accompagner, espérant pouvoir l'aider à établir lui-même une fortune et à fuir le dégât que son père a fait de leur héritage. Adan Goula mit fin à ses réflexions. « Pourquoi travaillez-vous si dur, voyageant toujours avec votre caravane, parcourant de si longs trajets? Ne prenez-vous jamais le temps de jouir de la vie ?» Sharounada sourit. « Jouir de la vie ?» répéta-t-il. « Que ferais-tu à la place de Sharounada pour jouir de la vie? Si je possédais une fortune comme la vôtre, je vivrais comme un prince. Je ne traverserais jamais le désert. Je dépenserais les shekels aussitôt qu'ils tomberaient dans ma bourse. Je vêtirais les robes les plus dispendieuses et les bijoux les plus rares. Voilà une vie à mon goût, une vie qui mérite de être vécue. » Les deux hommes rirent. « Ton grand-père ne portait pas de bijoux ?» Sharounada avait parlé sans réfléchir, alors il se reprit en blaguant. « Ne te laisserais-tu pas de temps pour travailler ?»« Le travail, c'est bon pour les esclaves, » répondit Adan Goula. Sharounada se mordit les lèvres mais ne répondit pas, chevauchant en silence, jusqu'à arriver à une pente. Là, il ralentit sa monture et pointa la vallée verte au loin. « Regarde la vallée, regarde loin en bas et tu peux à peine voir les murs de Babylone. La tour et le temple de Bel. Si tes yeux sont bons, tu peux peut-être discerner la fumée du feu éternel sur le sommet. » « Alors, c'est ça Babylone? J'ai toujours voulu ardemment voir la ville la plus riche du monde, commenta Adan Goula, là où mon grand-père entreprit de se bâtir une fortune. S'il était encore en vie, nous ne serions pas si douloureusement opprimés. Pourquoi désirer que son esprit s'attarde sur la terre plus que le temps qui lui a été alloué? Toi et ton père pouvaient continuer son bon travail. Hélas, nous ne possédons ni l'un ni l'autre ces dons. Mon père et moi ignorons tout de son secret pour attirer les shekels d'or. » Sharounada se tut. Il rendit la bride à sa monture et s'engagea pensivement sur le sentier menant à la vallée. Dans un nuage de poussière rougeâtre, la caravane les suivait. Plus tard, ils rejoignirent la route du roi et tournèrent vers le sud, traversant les terres irriguées. 3 vieillards travaillant dans le champ attirèrent l'attention de Sharounada. Il semblait étrangement familier. « C'est absurde! On ne passe pas près d'un champ 40 ans plus tard pour y trouver les mêmes laboureurs. » Pourtant, quelque chose lui disait que ces étaient les mêmes. L'un d'eux tenait faiblement la charrue. Les autres peinaient à côté des bœufs, les battant en vain pour qu'ils avancent. 40 ans auparavant, il avait envié ces hommes. Avec quel plaisir il aurait pris leur place. Mais quelle différence aujourd'hui! Avec fierté, il se tourna pour regarder sa caravane, ses chameaux et ses ânes bien choisis et lourdement chargés de marchandises de valeur provenant de Damas. Tous ces biens lui appartenaient, sauf un. Il montra les laboureurs en disant « Ils travaillent le même champ depuis 40 ans. Ils leur ressemblent. Pourquoi voulez-vous que ce soit les mêmes? » « Je les ai rencontrés là, » répondit Sharounada. Les souvenirs revenaient rapidement à son esprit. Pourquoi ne pouvait-il pas oublier le passé et vivre dans le présent? Alors il vit comme dans une image la figure souriante d'Arad Goula. La barrière entre lui et le jeune cynique, assise à ses côtés, tomba. Mais comment pouvait-il aider un jeune homme supérieur, dont toutes les idées visaient le luxe et dont les mains étaient parées de bijoux? Il pouvait fournir du travail à ceux en quête de travail, mais rien à des hommes qui considèrent le travail indigne d'eux. Mais il devait à Arad Goula d'essayer quelque chose de concret, et non une demi-tentative. Lui et Arad Goula n'avaient jamais fait les choses de cette façon. Ils n'étaient pas de cette trempe. Un plan surgit, presque comme un éclair. Ce ne serait pas facile. Il devait considérer sa famille et son propre standing. Cela serait cruel, cela blesserait.
Étant un homme de décision rapide, il repoussa les objections et choisit d'agir. Aimerais-tu savoir comment ton grand-père et moi avons fait équipe pour une aventure qui s'est révélée si avantageuse ? Demanda-t-il. Dites-moi simplement comment vous avez obtenu les shekels d'or, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, répliqua le jeune homme. Charou-Nada ignora la réplique et continua. Nous allons commencer avec ces paysans qui labourent. J était aussi jeune que toi. Comme la colonne d'hommes dans laquelle je marchais s'approchait, le bon vieux Megiddo, le fermier, se moqua de la façon insouciante avec laquelle il labourait. Megiddo était enchaîné près de moi. Regarde ces paresseux, protesta-t-il. L'homme qui tient la charrue ne cherche pas à labourer profondément, les batteurs ne maintiennent pas non plus les bœufs dans le sillon. Comment peuvent-ils s'attendre à faire une bonne récolte alors que le labourage est si mal fait ? Avez-vous dit que Megiddo était enchaîné à vous ? Demanda Adan Goula. Intrigué. Oui, nous portions un collier de bronze autour du cou, une lourde chaîne nous reliait l'un à l'autre. Près de lui, il y avait Zabado, le voleur de moutons, que j'avais connu à Haroun. Au bout, un homme surnommé Pirate, parce qu'il ne voulait pas dire son nom. Nous avons jugé qu'il était marin parce qu'il avait des serpents entortillés, tatoués sur la poitrine, communs chez les marins. La colonne était organisée pour que les hommes puissent marcher 4 par 4. Vous étiez enchaîné comme un esclave ? S'enquit Adan Goula d'une manière incrédule. Ton grand-père ne t'a pas raconté qu'un jour j'ai été esclave ? Il a souvent parlé de vous mais n'a jamais mentionné ce fait. Celsis était un homme à qui vous pouviez dévoiler les secrets les plus intimes. Toi aussi, tu es un homme digne de confiance, n'est-ce pas ? Charou-Nada le regarda, droit dans les yeux. Vous pouvez compter sur mon silence, mais je suis très étonné. Comment êtes-vous devenu esclave ? Charou-Nada haussa les épaules. Tout homme peut, un jour, se retrouver esclave. Une maison de jeu et de la bière d'orge décidèrent de mon sort. J'ai été fantré condérité, victime des méfaits de mon frère. Dans une bagarre, il a tué son ami. J'ai été asservi à la veuve par mon père désespéré pour éviter à mon frère, être poursuivi en justice. Lorsque mon père n'a pas pu se procurer l'argent nécessaire, à ma libération, elle s'est fâchée et m'a vendu au marchand d'esclaves. Quelle honte et quelle injustice, protesta Adan Goula. Mais dites-moi, comment avez-vous recouvré votre liberté ? Nous y viendrons, mais pas tout de suite. Continuons mon histoire. Comme nous passions, les laboureurs se moquèrent de nous. L'un d'eux enleva son chapeau et salua en se penchant, criant « Bienvenue à Babylone, invité du roi. Sa Majesté vous attend au mur de la ville où le banquet est servi, des briques, debout et de la soupe aux oignons. » Et il riait à gorge déployée. Pirate pesta et jura rondement contre eux. « Que veulent-ils dire par « Le roi nous attend au mur » lui ai-je demandé. Au mur de la ville, nous marchons pour y amener des briques jusqu'à ce que notre dos se brise. Peut-être nous frapperont-ils à mort avant qu'ils brisent. Nekei. Ils ne me frapperont pas, je vais les tuer. Alors Megiddo parla à haute voix. Cela ne m'apparaît pas juste de parler des maîtres qui frappent à mort des esclaves de bonne volonté et des travailleurs. Les maîtres apprécient les bons esclaves et les traitent bien. Haro ? Qui veut travailler dur ? Commenta Zabado. Ces laboureurs sont bien avisés. Ils ne cassent pas leur dos. Ils le feignent simplement. Tu ne peux pas avancer en flânant, protesta Megiddo. Si tu laboures un hectare, c'est une bonne journée de travail et n'importe quel maître l'admet. Mais quand tu laboures seulement la moitié de cela, forcément que tu as flâné. Moi je ne flâne pas. J'aime travailler et j'aime faire du bon travail, car le travail est le meilleur ami que j'ai jamais connu. Il m'a permis d'obtenir toutes les bonnes choses que je possède aujourd'hui, ma ferme et mes vaches, mes récoltes, tout. Vraiment, et où se trouvent ces choses maintenant ? Se moqua Zabado. Je pense que cela paie mieux être plus intelligent et de passer inaperçu sans travailler. Regarde Zabado, si nous sommes vendus, il transportera le sac d'eau ou fera quelques tâches faciles pendant que toi, qui aimes travailler, tu te briseras le dos en le chargeant de briques. Il rit de son rire stupide. La peur s'empara de moi ce soir-là, je ne réussissais pas à dormir. Je me suis approché du câble de garde et quand les autres se sont endormis, j'ai attiré l'attention de Godosso qui montait la première garde. Celle-ci était un de ces bandits arabes, une sorte de voyou qui, s'il te volait ta bourse, pensait qu'il devait aussi te couper la gorge. Dis-moi, Godosso, ai-je chuchoté quand nous parviendrons au mur de Babylone, serons-nous vendus ? Pourquoi t'inquiètes-tu de cela ? Demanda-t-il prudemment. Ne peux-tu pas comprendre ? Ai-je supplié. Je suis jeune, je veux vivre. Je ne veux pas être harcelé ou battu à mort. Ai-je une chance d'avoir un bon maître ? Il me chuchota en retour. Je vais te révéler quelque chose. T'es un bon gars. Tu ne poses pas de problème à Godosso.
La plupart du temps, nous allons au marché d'esclaves les premiers. Écoute, maintenant. Quand les acheteurs viendront, dis-leur que tu es bon travailleur, que tu aimes travailler dur pour un bon maître. Encourage-les à vouloir t'acheter. Si tu ne les incites pas à t'acheter, le lendemain tu transporteras des briques. Un travail harassant. Puis, il s'est faux, éloigna. Je messe, étendis sur le sable chaud, regardant les étoiles, et pensant au travail. Megiddo avait dit que le travail était son meilleur ami. Le serait-il également pour moi? Il le serait certainement s'il m'aidait à me libérer. Quand Megiddo s'est réveillé, je lui ai chuchoté la bonne nouvelle. Une lueur d'espoir nous accompagna, marchant vers Babylone. Tard dans l'après-midi, nous approchions des murs et pouvions voir les files d'hommes semblables à des fourmis noires, grimpant les sentiers escarpés. Comme nous approchions, nous avons été très étonnés de voir les milliers d'hommes qui travaillaient. Quelques-uns creusaient le fossé, les autres confectionnaient des briques avec de la boue. Le plus grand nombre transportait les briques dans de grands paniers, en haut des sentiers escarpés jusqu'aux maçons. Astérisque. Les surveillants injuriaient les traînards et claquaient les fouets sur le dos de ceux qui écartaient de la ligne. Certains, épuisés, chancelaient et tombaient sous leurs lourds paniers, incapables de se relever. Si le fouet ne réussissait pas à les remettre debout, ils étaient poussés hors des sentiers et laissés pour compte, agonisants. Ils seraient bientôt traînés en bas de la pente, avec les corps des esclaves attendant à côté de la route leur tombe non sanctifiée. En regardant ces scènes terrifiantes, je frémissais. Astérisque, les célèbres travaux de l'ancienne Babylone. Ces murs, temples, jardins, suspendus et ces grands canaux furent érigés grâce au travail des esclaves, essentiellement des prisonniers de guerre, ce qui explique le traitement inhumain qu'ils reçurent. Ces travailleurs incluent aussi plusieurs citoyens de Babylone et de ses provinces, vendus en esclavage, en punition de crimes qu'ils ont commis, ou de problèmes financiers. Était la coutume pour ces hommes de s'offrir eux-mêmes ou d'engager leurs femmes ou leurs enfants pour garantir le paiement de prêts, jugements légaux ou autres obligations. En cas de défaut de remboursement, les personnes mises en gage étaient vendues en esclavage. Voilà le sort qui attendait le fils de mon père s'il ne réussissait pas au marché d'esclaves. Godoso avait raison. Nous avons traversé les portes de la ville et nous sommes dirigés vers la prison d'esclaves. Le matin suivant nous a amenés aux enclos du marché. Ici, le reste des hommes effrayés se serraient les uns contre les autres, et seuls les fouets des gardes pouvaient les contraindre à bouger pour que les acheteurs les examinent. Megiddo et moi parlions avec chaleur à chaque homme qui nous autorisait à lui adresser la parole. Le marchand d'esclaves appela les soldats de la garde royale qui mirent les fers à Pirate, et le frappèrent brutalement au moment où il protesta. Lorsqu'ils amenèrent, j'eus pitié de lui. Megiddo sentit que nous allions bientôt être séparés. Quand il n'y avait pas d'acheteur tout près, il me parlait sérieusement pour me faire bien comprendre comment le travail serait valable pour moi dans l'avenir. Certains hommes le détestent. Ils en font leur ennemi, mieux vaut le traiter en ami, force-toi à l'aimer. Ne t'en fais pas s'il est dur. Si tu songes à construire une bonne maison, alors tu te soucies peu de savoir si les poutres sont lourdes ou si le puits dont il faut puiser l'eau pour fabriquer le plâtre est loin. Promets-moi, garçon, que si tu trouves un maître, tu travailleras pour lui aussi dur que tu le pourras. S'il n'apprécie pas ton travail, ne t'en inquiète pas. Souviens-toi que le travail bien favorise celui qui l'accomplit. Il en fait un homme meilleur. Il s'arrêta, car un fermier corpulent venait à la clôture pour nous regarder d'un œil intéressé. Megiddo l'interrogea sur sa ferme et ses récoltes, le convainquant facilement qu'il lui serait d'une grande utilité. Après un âpre marchandage avec le marchand d'esclaves, le fermier sortit une grosse bourse de sous sa robe, et bientôt Megiddo suivit son nouveau maître et disparut. Quelques autres hommes furent vendus pendant la matinée. À midi, Godoso m'avoua que le marchand était dégoûté et qu'il ne prolongerait pas son séjour d'une autre nuit, mais ramènerait le reste des esclaves au coucher du soleil à l'acheteur du roi. Je désespérais de mon sort quand un gros et bon homme s'avança vers le mur et demanda s'il y avait un pâtissier parmi nous. Je m'approchai de lui en disant « Pourquoi un bon pâtissier comme vous aurait-il besoin d'un pâtissier moins bon? Ne serait-il pas plus facile d'apprendre à un homme de bonne volonté comme moi les secrets de votre métier? Regardez-moi. Je suis jeune, fort, et j'aime travailler. Accordez-moi une chance, et je ferai de mon mieux pour garnir votre bourse d'or et d'argent. » Il fut impressionné par ma bonne volonté et commença à négocier avec le marchand, qui ne m'avait jamais remarqué depuis qu'il m'avait acheté, mais qui, maintenant, louait avec éloquence mes talents, ma bonne santé et mon bon caractère. Je me sentis comme un bœuf gras qu'on vend au boucher. Finalement, à ma grande joie, la vente fut conclue. Je éloigné avec mon nouveau maître, pensant que J était l'homme le plus favorisé de Babylone. Ma nouvelle demeure était bien à mon goût. Nananaïde, mon maître, m'apprit
comment moudre l'orge dans un bol en pierre dans la cour, comment allumer un feu dans le four, et puis comment moudre très finement la farine de sésame, afin de réussir les gâteaux au miel. Je dormais dans le hangar où son grain était entreposé. Sa vieille esclave, la domestique Swasti, me nourrissait bien et était satisfaite de la façon dont je l'aidais à accomplir les tâches difficiles. Celle-ci était la chance de me rendre utile à mon maître que j'avais ardemment désiré, et j'espérais trouver ainsi un moyen pour gagner ma liberté. Je demandai à Nananaïd de m'apprendre à pétrir le pain et le cuire. Il accepta, très heureux de ma bonne volonté. Plus tard, quand j'ai bien maîtrisé cela, je lui ai demandé comment faire les gâteaux au miel, et bientôt je faisais toute la pâtisserie. Mon maître était content de rester inoccupé, mais Swasti secoua la coisse. Tête en signe de désapprobation. Il n'est pas bon, pour n'importe quel homme, de être sans travail, déclara-t-elle. Je sentis qu'il était temps de penser à gagner des pièces de monnaie, pour acheter ma liberté. Comme mon travail était fini à midi, j'ai pensé que Nananaïd accepterait que je trouve un emploi profitable pour les après-midi, travail, dont nous pourrions partager les bénéfices. Puis, une idée me vint, pourquoi ne pas cuire davantage de gâteaux au miel et les offrir aux hommes affamés, dans les rues de la ville. J'ai proposé mon plan à Nananaïd de cette façon, si je peux disposer de mes après-midi, une fois la pâtisserie terminée, afin de gagner pour vous des pièces de monnaie. Ne serait-il pas juste que vous partagiez ces gains avec moi ? J'obtiendrai ainsi de l'argent que je pourrais dépenser pour acquérir les choses que tout homme désire et dont il a besoin. Chiris, assez juste, admit-il. Quand je lui présentai mon plan de vente de gâteaux au miel, il fut très content. Voici ce que nous allons faire, proposa-t-il. Tu les vends à 2 pour 1 sou, la moitié me reviendra et servira à payer la farine et le miel et le bois pour le feu de cuisson. Je prendrai la moitié du reste, et tu garderas l'autre moitié. Gilly était très content de sa généreuse offre m'octroyant 1/4 de mes ventes. Ce soir-là, j'ai travaillé tard pour fabriquer un plateau sur lequel je poserai les gâteaux. Pas tard assez du reste. Nananaïd m'a donné une de ses robes usées pour que j'aie l'air comme il faut. Et Swasti m'a aidé à la rapiécer et à la laver. Le lendemain, j'ai cuit une fournée de plus de gâteaux au miel. Remontant la rue, je vantais à haute voix mes marchandises, des gâteaux qui avaient l'air bien cuits et appétissants. Au début, personne ne semblait intéressé, et J était découragé. J'ai persévéré, et plus tard dans l'après-midi, quand les hommes eurent faim, les gâteaux commencèrent à se vendre et très vite mon plateau se vida. Aoro. Nananaïd était bien content de mon succès et me rémunéra ma part avec plaisir. J était ravi de posséder des sous. Megiddo avait raison quand il disait qu'un maître apprécie le bon travail de ses esclaves. Ce soir-là, J était tellement excité de mes succès que je pouvais difficilement dormir, et j'ai essayé de calculer mon revenu en une année, et combien d'années il me faudrait pour acheter ma liberté. Me promenant chaque jour avec mon plateau de gâteaux, j'ai rapidement gagné des clients réguliers. L'un d'eux, N, était autre que ton grand-père, Arad Gula. Il était marchand de tapis et vendait aux ménagères. Il parcourait la ville d'un bout à l'autre, accompagné d'un âne chargé de tapis et d'un esclave noir qui en prenait soin. Il achetait 2 gâteaux pour lui et 2 pour son esclave, s'attardant toujours pour parler avec moi pendant qu'ils mangeaient leurs gâteaux. Ton grand-père m'a dit quelque chose un jour dont je me souviendrai toujours. J'apprécie tes gâteaux, mon garçon, mais j'apprécie bien plus la hardiesse avec laquelle tu les offres. Un tel esprit peut te mener loin sur la route du succès. Mais peux-tu comprendre, Adangula, ce que de tels mots d'encouragement pouvaient signifier pour un garçon esclave, seul dans une grande ville, se battant, avec tout ce qu'il avait en lui pour sortir de son humiliation. À mesure que les mois passaient, je continuais à augmenter ma petite fortune. Ma bourse commençait à avoir un poids réconfortant, suspendu à ma ceinture. Le travail était révélé mon meilleur ami, exactement comme Megiddo avait dit. J était heureux, mais Swasti était inquiète. Ton maître, je le crains, passe trop de temps dans les maisons de jeu, protesta-t-elle. Un jour, je fus rempli de joie de rencontrer mon ami Megiddo dans la rue. Il menait 3 ânes chargés de légumes au marché. Je vais très bien, dit-il. Mon maître apprécie tellement mon travail qu'il m'a nommé maintenant contremaître. Vois, il me confie le marché, et aussi, il a fait demander ma famille. Le travail m'aide à me rétablir de mon grand problème. Un jour, il va m'aider à acheter ma liberté et de nouveau posséder une ferme à moi. Le temps passait, et Nananaïd avait de plus en plus hâte de me voir revenir après la vente. Il attendait mon retour, comptait impatiemment la recette, et la divisait. Il me pressait aussi de prospecter de nouveaux clients afin d'accroître mes ventes. Souvent, je sortais des portes de la ville pour proposer mes gâteaux aux surveillants des esclaves, construisant les murs. Je détestais revoir ces scènes,
affreuse, mais je trouvais que les surveillants étaient des acheteurs généreux. Un jour, j'ai été surpris de voir Zabado attendant en ligne pour remplir son panier de briques. Allié, il était maigre et courbé, et son dos était couvert de cicatrices et de plaies, causées par les coups de fouet des surveillants. J était peiné pour lui, et lui donnait un gâteau qu'il enfonça dans sa bouche comme un animal affamé. Voyant la convoitise dans son regard, je courus avant qu'il ne se saisisse de mon plateau. « Pourquoi travailles-tu si dur ?» m'a demandé Aradgula un jour. Presque la même question que tu m'as posée aujourd'hui, te souviens-tu? Je lui ai rapporté les paroles de Megiddo concernant le travail et comment il était révélé, mon meilleur ami. Je lui ai montré avec fierté ma bourse pleine de sous, et lui ai expliqué que je les économisais pour acheter ma liberté. « Lorsque tu seras libre, que feras-tu » continua-t-il. J'ai répondu, « J'envisage de devenir marchand. » À cela, il m'avoua une chose que je n'avais jamais soupçonnée. « Tu ne sais pas que je suis moi aussi un esclave. Je suis partenaire avec mon maître. »« Arrêtez » ordonna Aradgula, « je vous redasse, écouterai pas de mensonges diffamatoires. » Sur mon grand-père. Il n'était pas esclave. La colère sortait de ses yeux. Sharunada resta calme. Je l'honore pour être élevé au-dessus de sa malchance et être devenu un grand citoyen de Damas. Es-tu, toi, son petit-fils, façonné dans le même moule? Es-tu à ces hommes pour affronter la réalité, ou préfères-tu vivre sous de fausses illusions? Aradgula se redressa sur sa selle. Dans une voix étouffée par une émotion profonde, il répondit, « Mon grand-père était aimé de tous. Il multiplia les bonnes actions. Quand la famine est venue, n'a-t-il pas acheté du grain en Égypte, et sa caravane ne l'a-t-elle pas ramené à Damas pour le distribuer afin que personne ne meure de faim? Pourquoi dites-vous qu'il n'était qu'un méprisable esclave à Babylone? S'il était resté esclave à Babylone, peut-être serait-il devenu méprisable, mais quand, par ses efforts, il est devenu un grand homme à Damas, les dieux ont probablement pardonné ses malheurs et l'ont honoré de leur respect, répondit Sharunada. Après m'avoir dit qu'il était un esclave, poursuivit-il, il expliqua à quel point il avait eu hâte de racheter sa liberté, maintenant qu'il possédait assez d'argent. Pour cela, il était très ennuyé de ce qu'il devait faire. Il ne faisait plus de bonnes ventes, et craignait d'avoir à se passer du soutien de son maître. J'ai protesté contre son indécision. Ne t'accroche pas davantage à ton maître. Retrouve une fois encore le désir d'être un homme libre. Agis comme un homme libre et triomphe comme un homme libre. Décide de ton but et le travail t'aidera à réussir. Il poursuivit son chemin, disant qu'il était content que je lui ai fait honte au sujet de sa lâcheté. Astérisque. Un jour, je suis sorti des portes, et j'ai été surpris de rencontrer une grande foule rassemblée là. Quand j'ai demandé à un homme de m'expliquer ce qui se passait, il a répondu, « N'as-tu pas entendu? Un esclave en fuite a tué. Un des gardes du roi a été amené en justice et sera flagellé à mort pour son crime. Même le roi y assistera en personne. » La foule était si dense près du poteau de flagellation que j'ai eu peur d'avancer. Davantage de crainte que mon plateau de gâteau au miel ne soit renversé. J'ai donc grimpé sur le mur inachevé pour regarder au-dessus de la tête des gens. J'ai eu la chance de voir Nabuchodonosor en personne avançant dans son char doré. Je n'avais jamais vu une telle magnificence, de telles robes, de telles tentures en tissu doré garni de velours. Astérisque, les droits et obligations des esclaves de l'ancienne Babylone, même s'ils nous semblent contradictoires, étaient sévèrement régis par la loi. Par exemple, un esclave est en droit de posséder des biens de n'importe quelle sorte, même des esclaves sur lesquels son maître n'avait aucun droit. Les esclaves se mariaient librement avec des non-esclaves. Les enfants de mères libres étaient libres. La majorité des marchands de la ville étaient esclaves. Plusieurs de ceux-ci étaient en affaires avec leur maître et étaient riches. Je ne pouvais pas voir la flagellation, mais je pouvais entendre les cris perçants du pauvre esclave. Je me demandais comment quelqu'un d'aussi noble que notre bon roi pouvait contempler une telle souffrance. Mais lorsque je le vis rire et blaguer avec ces nobles, j'ai su qu'il était cruel, et j'ai compris pourquoi des tâches aussi inhumaines étaient imposées aux esclaves qui construisaient les murs. Une fois l'esclave mort, son corps fut suspendu au poteau par une jambe afin que tout le monde puisse le voir. Lorsque la foule se fut suffisamment dispersée, je m'approchai. Sur sa poitrine, j'aperçus le tatouage, les 2 serpents entrelacés. Cet esclave, était pirate. Quand je revis Aradgula, il était métamorphosé. Il m'accueillit, plein d'enthousiasme. Voilà que l'esclave est libre. Il y avait de la magie dans tes mots. Déjà, mes ventes et mes profits augmentent. Ma femme est enchantée. Elle était une femme libre, la nièce de mon maître. Elle désire ardemment que nous partions pour une autre ville où personne ne saura que j'ai déjà été esclave.
Ainsi nos enfants seront au-dessus de tout reproche quant au malheur de leur père. Le travail est devenu ma meilleure aide. Il m'a rendu capable de récupérer ma confiance et mon habileté pour la vente. J était ravi d'avoir pu l'aider, ne fût-ce que pour lui retourner l'encouragement qu'il m'avait donné. Un soir, Swasti vint me voir en profonde détresse. « Ton maître a des problèmes. Je crains pour lui. Il y a quelques mois, il a beaucoup perdu au jeu. Il ne paie pas au fermier, ni son grain ni son miel. Il ne paye pas le prêteur d'argent. Ils sont mécontents et le menacent. Pourquoi devrions-nous nous inquiéter de ces folies? Sommes-nous ses gardiens? Ai-je répondu sans réfléchir. Jeune fou, tu ne comprends pas. Il a remis ton titre au prêteur d'argent pour garantir son prêt. Selon la loi, ce dernier peut maintenant te réclamer et te vendre. Je ne sais pas quoi faire. Il est un bon maître. Pourquoi, pourquoi un tel problème doit-il s'abattre sur lui? Les peurs de Swasti n'étaient pas sans fondement. Pendant que je faisais la pâtisserie, le lendemain matin, le prêteur d'argent s'est présenté accompagné d'un homme appelé Sazi. Cet homme me regarda et dit que je ferais l'affaire. Le prêteur d'argent n'attendit pas que mon maître revienne, mais dit à Swasti de lui notifier qu'il m'avait emmené. Avec seulement la robe que j'avais sur le dos et la bourse solidement fixée à ma ceinture, je fus pressé de quitter ma pâtisserie, inachevée. J était arraché à mes désirs les plus chers comme l'ouragan arrache l'arbre de la forêt et le jette dans la mer houleuse. Une maison de jeu et de la bière d'orge me causaient encore un grand tort. Sassi était brusque, bourru. En me conduisant à travers la ville, je lui racontais le bon travail que j'avais accompli pour Nananaïd et lui dis que j'espérais faire la même chose pour lui. Sa réponse ne m'encouragea pas. Je n'aime pas ce travail, mon maître ne l'aime pas non plus. Le roi lui a ordonné de m'envoyer construire une section du Grand Canal. Le maître m'a demandé de lui acheter plus d'esclaves, capables de travailler durement, afin de terminer l'ouvrage rapidement. Comment quelqu'un peut-il finir un si grand travail aussi rapidement? Imagine le désert sans arbres, seulement de petits arbustes et un soleil tapant, avec une telle ardeur que l'eau de nos barils se réchauffait au point que nous pouvions difficilement la boire. Ensuite, imagine des rangées d'hommes, descendant dans le trou profond et remontant en traînant des paniers lourds de terre, par des sentiers poussiéreux, du matin au soir. Imagine la nourriture servie dans des auges dont nous nous servions comme des porcs. Nous n'avions pas de tente, pas de paille pour nos lits. Voici la situation qui fut désormais la mienne. J'ai enterré ma bourse dans un endroit marqué, ne sachant pas si un jour je l'en sortirais. Au début, je travaillais avec une bonne volonté, mais à mesure que les mois passaient, je sentais mon esprit se briser. Puis la fièvre s'empara de mon corps meurtri. Je perdis mon appétit et mangeais difficilement le mouton et les légumes qu'on nous donnait. Le soir, je me retournais sur ma couche sans pouvoir dormir. Dans ma misère, j'envisageais que le plan de Zabado puisse être le meilleur plan. Flâner et veiller à ne pas se briser le dos au travail. Mais je me souvins de la dernière fois que je l'avais vu et j'ai su que son plan N était pas bon. Dans mon amertume, je pensais que peut-être que Pirate avait raison et qu'il est préférable de se battre et de tuer. L'image de son corps ensanglanté me rappela. Alors que son plan aussi était inutile. Alors je me souvins de la dernière fois que j'avais vu Megiddo. Ses mains étaient immensément calleuses à force de travail, mais son cœur était léger, et sa figure brillait de bonheur. Son plan était le meilleur. Pourtant, J était aussi prêt à travailler que Megiddo, il n'aurait pas pu travailler plus dur que moi. Pourquoi mon travail ne m'apportait-il ni bonheur ni succès? Était-ce lui qui avait apporté le bonheur à Megiddo, ou le bonheur et le succès? Était-il simplement entre les mains des dieux? Travaillerais-je jusqu'à ma mort, sans jamais satisfaire mes désirs, sans bonheur ni succès? Toutes ces questions se pressaient pêle-mêle dans mon esprit, sans réponse. J'étais douloureusement confus. Plusieurs jours après, alors que je me sentais à bout de force et que mes questions étaient toujours sans réponse, Sassi m'envoya chercher. Un messager était venu de la part de mon maître pour me ramener à Babylone. Je creusai pour récupérer ma précieuse bourse, je la cachai dans ma robe en loques et je partis. En m'en allant, les mêmes pensées, comme un ouragan tourbillonnant autour de moi, continuèrent d'assiéger mon cerveau fiévreux. Il me sembla que je vivais les mots étranges d'une chanson de ma ville natale, Haroun. Vois l'homme qui, comme un tourbillon, agit telle une tempête, que, dans sa fuite, personne ne peut suivre. Et sa destinée, nul ne peut prédire. Étais-je voué à être puni pour je ne sais quoi? Quelle misère et quelle déception seraient les miennes. Quand nous sommes entrés dans la cour de la maison de mon maître, quelle ne fut pas ma surprise à la vue d'Arad Goula qui m'attendait. Il m'aida à descendre, et m'embrassa comme un frère perdu depuis longtemps. Sur le chemin, je l'aurais suivi comme un esclave après son maître, mais il ne me l'a pas permis.
Il mit son bras autour de mes épaules et dit « Je t'ai cherché partout. Alors que j'ai été sans espoir de te retrouver, j'ai rencontré Swasti, qui m'a raconté l'histoire du prêteur d'argent qui m'a conduit jusqu'à ton noble maître. À ton noble maître. Il a négocié un marché difficile et il m'a réclamé un prix excessif, mais tu en vaux la peine. Ta philosophie et ta hardiesse ont inspiré mon nouveau succès. La philosophie de Megiddo, mais pas la mienne, ai-je interrompu. Celle de Megiddo est la tienne. Grâce à vous deux, nous allons à Damas, et j'ai besoin de toi comme partenaire. Vois, s'exclama-t-il, dans un moment tu seras un homme libre. Tout en parlant, il tira de l'intérieur de sa robe une tablette d'argile portant mon titre. La soulevant au-dessus de sa tête, il la lança violemment pour la briser en 1000 morceaux sur le pavé de pierre. Avec joie, il piétina les fragments jusqu'à les réduire en poussière. Mes yeux se remplirent de larmes de reconnaissance. Je savais que Ged était l'homme le plus favorisé de Babylone. Tu vois, le travail, dans ma plus grande détresse, s'est révélé mon meilleur ami. Mon fort désir de travailler m'a permis de ne pas avoir à me joindre aux esclaves travaillant au mur. Il a aussi impressionné ton grand-père au point qu'il m'a choisi pour être son partenaire. Alors Adan Gula posa la question suivante. Est-ce que le travail était la clé secrète de mon grand-père pour acquérir des shekels d'or? Sa rod était la seule clé qu'il détenait lorsque je l'ai connu, répondit Sharunada. Ton grand-père aimait travailler. Les dieux ont reconnu ses efforts et l'ont récompensé généreusement. Je commence à comprendre. Adan Gula parlait tout en pensant. Le travail a attiré ses nombreux amis, qui admiraient sa persévérance et le succès qu'elle lui procurait. Le travail lui a apporté les honneurs qu'il appréciait tant à Damas. Le travail lui a procuré toutes ces choses auxquelles j'avais consenti. Et je pensais que le travail était fait seulement pour les esclaves. La vie propose de nombreux plaisirs dont les hommes peuvent profiter, commenta Sharunada, et chacun à sa place. Je suis content que le travail ne soit pas uniquement pour les esclaves. Si possible était le cas, je perdrais mon plus grand plaisir. J'aime beaucoup de choses, mais rien ne remplace le travail. Sharunada et Adan Gula avancèrent dans l'ombre des murs très élevés vers les impressionnantes portes de bronze de Babylone. À leur arrivée, les gardiens de la porte se mirent au garde-à-vous et saluèrent respectueusement l'honorable citoyen. La tête haute, Sharunada dirigea la longue caravane à travers les portes et dans les rues de la ville. J'ai toujours voulu ressembler à mon grand-père, lui confia Adan Gula. Je n'avais jamais compris quelle sorte d'homme il était. Vous me l'avez appris. Maintenant que je comprends, je l'admire bien plus, et me sens encore plus déterminé à lui ressembler. J'ai peur de ne jamais pouvoir vous rembourser pour m'avoir révélé la vraie clé de son succès. À partir de ce jour, j'utiliserai cette clé. Je commencerai humblement comme lui, ce qui conviendra à ma vraie condition. Beaucoup mieux que des bijoux et de belles robes. Joignant le geste à la parole, Adan Gula retira les boucles de ses oreilles et les bagues de ses doigts. Alors il rendit la bride à son cheval, prit du recul, puis continua le chemin derrière le chef de la caravane avec un profond respect pour celui-ci.